Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui à mon avis va vous intéresser. Euh, Trump a réussi quelque chose d'extraordinaire en 2016 lorsqu'il a fait campagne. Il a, euh, il a réussi à se fondre dans un parti, le Parti républicain, sans dépendre de la plateforme républicaine pour se faire élire. Alors pourquoi? Parce que c'est lié tout simplement à la structure électorale et politique des États-Unis. Les États-Unis, comme vous le savez, c'est un État fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 50 États fédérés, New York, Floride, Californie, etc., etc. Et cetera. Et puis on a une entité qui s'appelle l'État fédéral, qui a été créée donc au moment de la création des États-Unis pour recevoir subsidiairement certains pouvoirs délégués par les États à cet État fédéral. L'armée, et je vais moduler ce que je dis, l'armée, la représentation diplomatique, c'est surtout ça, et les relations avec les nations du monde, et quelques autres pouvoirs. Bon. Mais principalement, c'était la diplomatie et la défense nationale. Bon. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, que l'État fédéral, depuis à peu près un siècle, a pris une énorme comment dire, importance dans la vie des Américains, au détriment des États, ce qui n'était pas prévu par la Constitution, mais qui a été développé par les juges. Je sais que c'est un thème qui est très développé aussi en France, le pouvoir des juges. Et, euh, et c'est vrai que nous, ici aux États-Unis, on l'a vécu, on le vit tous les jours, puisque on voit une tentative régulière, systématique, de fédéralisation de tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça et je vais essayer de revenir à un thème plus particulier qui est les élections. Parce que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'un Trump a pu être élu aux États-Unis et est-ce qu'on peut avoir la même chose en France? Est-ce qu'on peut avoir la même chose en France? Alors, le principe aux États-Unis, comme je vous l'ai rappelé en introduction, c'est les États fédérés qui ont pratiquement tous les pouvoirs et qui délèguent à l'État fédéral une partie de leur pouvoir. Bon. Donc, on a construit à partir de là, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel parce que ce n'est pas intéressant, mais on a construit à partir de là un, un outil qui s'appelle l'État fédéral avec des agences, des départements, des ministères, etc., qui sont tentaculaires aujourd'hui. Si ma mémoire est bonne, je crois que le gouvernement fédéral emploie 2 ou 3 millions de personnes, ce qui est énorme. 2 ou 3 millions de personnes, c'est énormément de gens. Et je ne parle même pas des militaires. Je crois que les militaires, c'est encore 1 ou 2 millions. Si ma mémoire est bonne. Je suis pas, franchement, sur les chiffres, je ne suis pas très très bon, mais j'essaie de vous donner un ordre de grandeur. Bon. Alors, parlons de l'armée justement. Chaque État avait des milices, hein, ce qu'on appelait des milices. Ce qui est en fait aujourd'hui ce qu'on appelle la garde nationale. Donc chaque État a ce qu'on appelle une garde nationale qui permet en fait, bon, très souvent, de répondre à des catastrophes naturelles ou à des besoins de sécurité ponctuels. Mais il est vrai que depuis ces dernières années, les gardes nationales ont été utilisées pour des déploiements à l'étranger, notamment Afghanistan, Irak et autres déploiements. Euh, donc on voit que euh, ça donne une idée de la concurrence entre l'État fédéral et les États fédérés. Il y a un autre exemple de concurrence, c'est les impôts. L'État fédéral lève des impôts, mais les États fédérés aussi. Alors pas les mêmes. Par exemple, l'impôt sur le revenu des particuliers n'existe pas dans une dizaine ou une quinzaine d'États aux États-Unis. Par exemple, la Floride n'a pas d'impôt sur le revenu, le Nevada, le New Hampshire, enfin voilà.
Et puis il y en a d'autres qui ont des impôts sur le revenu très importants. New York, Californie, bien sûr. Bon, l'État fédéral aussi a un impôt sur le revenu. Donc ça, il y a une concurrence, c'est-à-dire que mais les États sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent dans ce domaine. La santé, c'est pareil. Alors, on a un ministère de la Santé aux États-Unis, pardon, un ministère de la Santé dans chaque État, mais aussi au niveau fédéral. Alors, qui s'occupe de quoi? Mais c'est toute la confusion. C'est le problème du fédéralisme aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Le plus intéressant, à mon avis, ici, dans le cadre de cette petite vidéo, c'est le droit électoral. Alors là, on a une pléthore de règles qui diffèrent énormément par État. Alors, il y a des États qui ne demandent pas de carte d'identité quand on va voter. C'est le cas de New York, par exemple. Donc, n'importe qui peut se présenter, dire voilà, je m'appelle un tel. Alors, l'assesseur montre un registre, il dit c'est vous? Oui, 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 c'est moi. On signe à la marge, on nous donne un bulletin et on va voter et c'est bon. Voilà. Et puis, il y a des États qui imposent de montrer sa carte d'identité. Par exemple, la Floride. Et alors, pourquoi cette divergence? Pour des raisons simplement politiques. On a d'un côté des États dits bleus, c'est-à-dire démocrates, qui veulent officiellement, bien sûr, ouvrir le vote au maximum de gens, donc limiter les contraintes au maximum. Donc ils estiment que montrer une pièce d'identité, c'est une contrainte pour un électeur. Alors qu'on doit montrer sa pièce d'identité, par exemple, pour retirer de l'argent, pour ouvrir un compte, pour conduire, bien sûr. Il y a des tas de choses. Pour voyager, en avion, par exemple. Donc là, on est obligé de montrer une pièce d'identité. Mais pour voter, pas nécessaire. Bon, donc ça, évidemment, c'est abusif, c'est évidemment illogique, mais c'est comme ça dans la plupart des États dits bleus. Dans les États rouges, on estime que les États républicains, donc à droite, on estime, il va falloir vous habituer aux couleurs. Hein. Bleu, c'est à gauche, et rouge, c'est à droite. C'est totalement arbitraire, mais c'est comme ça. Et dans les États rouges, on estime que c'est tout à fait normal. Pour les raisons que j'ai indiquées avant, on monte sa pièce d'identité pour ouvrir un compte bancaire, pourquoi pas pour aller voter, après tout, c'est aussi important. Alors, on a chaque État avec un système électoral différent, avec des machines électorales. Alors ça peut être des scanners, ou ça peut être des machines où on appuie sur des boutons pour sélectionner le candidat qu'on choisit. Bon, alors les scanners, ce sont des cartes où on remplit avec des petites bulles et on met ça dans un scanner. Bon, ça dépend des États, c'est même dépendant de chaque counties. Hein. Un county, c'est l'équivalent en France d'un département. Donc on a une structure extrêmement hétérogène aux États-Unis dans tout ce qui est droit électoral, façon de voter, et aussi, bon, évidemment, la possibilité de se porter candidat. Bon. Le problème américain, il y a un autre problème, c'est qu'aux États-Unis, pour chaque élection, on va dire, pour l'État et pour l'État fédéral, on a deux gros partis. On a les républicains et les démocrates, bien sûr, ça tout le monde le sait. Le seul problème, c'est que les petits partis existent, ça les gens ne le savent pas forcément, ils existent, ils ont une présence électorale, mais ils font des scores marginaux. Pourquoi? Parce que le système électoral est en général à un tour. On a des primaires dans chaque parti qui jouent le rôle d'un premier tour, et ensuite on a l'élection qui joue le rôle d'un deuxième tour. Alors, c'est un peu différent du système français, mais c'est un système qui est bien établi. Il a ses limites, et il s'avère que dans certains cas, on est obligé de faire un second tour, ou un troisième tour si vous voulez. Ça se passe surtout dans les élections locales. Mais dans les grandes élections, non, c'est pas nécessaire. Plus particulièrement en ce qui concerne l'élection du président des États-Unis. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un ticket, donc il y a le président et le vice-président.
Donc on a un ticket de 2 personnes, et en général on vote pour le président, on ne vote pas pour le vice-président, sachant que le président entraîne un vice-président désigné par le président, voilà, enfin le candidat. Et en fait, le président n'est pas élu directement par suffrage universel direct, mais par un système de grands électeurs. Donc chaque État a un certain nombre de grands électeurs, et même, les grands électeurs ont des règles différentes dans leur façon de voter. Donc par exemple, si j'ai 50 grands électeurs à New York, si par exemple Trump, hein, je donne un exemple, Trump a 50% plus 1, donc la majorité à New York, les 50 électeurs iront à Trump. Et c'est comme ça qu'on fait le décompte. Hein, voilà. Donc le décompte du nombre d'électeurs, de grands électeurs. Maintenant, il y a des États qui estiment que si Trump a la moitié, il n'a que 25 grands électeurs. Et l'autre en aura 25. Il y a quelques États comme ça. Et alors c'est très confus, hein, évidemment, et ça pose des problèmes de prévision. C'est-à-dire que est-ce que cet État a plus de poids dans la campagne qu'un autre parce qu'il suffit que j'ai 50% pour avoir la moitié, ou il suffit que j'ai 50% pour avoir la totalité des grands électeurs. Donc ça fait partie du jeu, et ça implique des calculs très fins, des stratégies, des stratèges électoraux, des consultants qui vont dire bah, écoutez, peut-être que vous devriez mettre le paquet dans tel État parce qu'il suffit d'avoir 50% des voix pour avoir la totalité des grands électeurs. Cet État-là, c'est même pas la peine d'y aller. Donc c'est ce qui explique les rallyes, les publicités, etc. etc. Et c'est très important parce qu'évidemment les budgets sont par essence limités, et donc on ne peut pas inonder de publicité électorale des petits États où d'abord un républicain a un peu de chance d'être élu par rapport à un démocrate ou vice-versa. Donc en fait, et aussi parce que le système des grands électeurs ne permet pas, même si on fait une très bonne campagne, d'avoir un seul grand électeur. Bon, ça n'a pas de sens. Donc en fait, il y a une stratégie derrière. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc voilà en gros comment se passent les élections. Donc évidemment, c'est deux partis. Alors Trump avait suffisamment de ressources personnelles pour éviter de trop dépendre du Parti républicain. Bon, les démocrates en général sont beaucoup plus dépendants. Les candidats démocrates sont beaucoup plus dépendants du Parti démocrate et des donateurs. Bon, c'est historique. Et puis c'est la démographie, on va dire, électorale qui a changé. Les républicains deviennent de plus en plus un parti de la classe moyenne, alors que les démocrates deviennent de plus en plus un parti des élites. Bon, donc ça c'est ce qui est en train de se passer depuis bien avant Trump d'ailleurs, mais ça s'est vraiment focalisé avec Trump. On a vraiment vu ça de très près. Bon, alors maintenant, qu'en est-il de la France, et peut-on avoir un Trump à la française? Ou en tout cas une campagne électorale qui ressemblerait à celle de Trump de 2016, qui était absolument extraordinaire d'un point de vue stratégie, discours, etc. Bon, tout simplement, c'est très difficile de répondre à cette question parce que le système électoral français est très différent du système électoral américain, puisque l'élection, en tout cas pour l'élection présidentielle, on a, c'est ce que Zemmour dit régulièrement, c'est un homme à la rencontre du peuple. Le président de la République en France est élu au suffrage universel direct. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de grands électeurs, il n'y a pas de règles hétérogènes. On a une seule règle pour tout le territoire français. Donc ça change un peu la donne. En ce qui concerne le discours, alors j'en ai pas parlé pour Trump, parce que Trump a fait un discours très volontaire, très orienté vers le retour de l'Amérique, etc., après un déclin. Bon, il a gagné là-dessus. Hein. Apparemment, il y a quelques candidats qui font à peu près le même discours, en insistant sur d'autres points que Trump. Trump n'avait pas beaucoup insisté sur l'immigration en tant que menace. L'immigration, par exemple, n'a jamais été une menace
pour les États-Unis, de la même façon que l'immigration, en tout cas pour certains candidats, est une menace. C'est pas la même chose. Les États-Unis, c'est un pays d'immigration, évidemment, même si la nature de son immigration a beaucoup changé ces 50-60 dernières années, mais ça reste un pays d'immigration. D'immigration contrôlée, sauf ces derniers temps, après l'élection de Biden, on a eu à peu près 3 millions d'illégaux qui sont rentrés par la frontière avec le Mexique, ce qui est très problématique, mais c'est un problème politique, c'est pas un problème... Enfin, oui, c'est un problème politique, c'est pas un problème identitaire. Voilà. Alors qu'en France, on place l'immigration sur un plan identitaire. Alors revenons au discours. Les Américains ne sont pas des gens friands d'un discours idéologique, intellectuel. Ils aiment les solutions concrètes. Ils aiment les gens qui ont du bon sens. Ils aiment des gens qui offrent des solutions concrètes, intelligibles, que tout le monde peut comprendre. En France, on aime bien les idéologies, les discours philosophiques, politiques, etc. Même si je pense que ça est en train de changer, parce que les problèmes que subissent, on va dire, les Français sont très concrets et terre à terre. Alors, il y a toujours cet aspect abstrait. Les Français adorent l'abstraction, adorent les grands débats d'idées. Alors, c'est sûr qu'on ne trouvera pas ça aux États-Unis. Mais, oui, je peux dire ça comme ça, même s'il y a des exceptions à la règle. Mais les débats d'idées finissent par ruisseler en propositions plus concrètes. Maintenant, encore faut-il les conserver, les propositions, et que les promesses soient tenues. Bon, ça, encore une fois, c'est un vieux problème de la politique en général, hein, que ce soit aux États-Unis ou ici, ou en France. Alors, alors, je vais revenir sur ma question. Est-ce que le système politique et électoral français peut produire un Trump? Est-ce que, par extension, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, une Marine Le Pen ou un Zemmour à Trump? C'est très difficile de répondre à cette question parce que Trump a un tempérament particulier. C'est un homme qui n'a pas du tout le même profil que Zemmour ou Marine Le Pen. C'est un homme qui n'a pas du tout la même histoire, qui n'a pas le même langage, qui n'a pas la même culture. Donc c'est très difficile de mettre en parallèle les personnages, même si, bon, on aime bien en France mettre des étiquettes. Alors on va dire qu'ils sont populistes ou conservateurs ou nationalistes, ou bon, des mots qui sont vidés de leur sens quand un journaliste les utilise, parce que ça demande beaucoup de développement pour les expliquer proprement. Mais disons que je pense que si, par exemple, quelqu'un en France fait une campagne avec quelques thèmes et qu'il les martèle de façon intelligente pour en extraire des propositions concrètes et qui seront effectivement tenues après l'élection, si cette personne est élue, oui, ça peut avoir l'effet a posteriori d'un Trump. Je pense pas qu'un candidat potentiel ou déclaré en France a le bagou de Trump ou le panache de Trump. C'est pas possible. Trump est unique. Mais je pense que dans le discours, on peut voir des choses assez similaires, effectivement, à condition que les candidats se détachent un petit peu d'un langage un petit peu trop technique, techno, et qu'on rentre dans les choses concrètes. Voilà. Avec, par exemple, Make America Great Again, c'était un slogan extraordinaire. Donc c'est un petit peu ça que Est-ce qu'on aura un slogan identique? Je sais pas, je pense pas que ce soit la tradition française. Bon, il y a eu des tentatives, mais je sais pas. On verra. C'est très 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 tôt pour parler de l'élection française en fait. Mais on peut estimer que si l'un des candidats comme Zemmour par exemple a une accroche comme ça, une phrase comme ça ou un slogan
qui soit très accrocheur, ça peut plaire à beaucoup de gens, effectivement. Et si le discours va avec ce slogan, ce sera des chances en plus du côté du candidat. Bon, donc voilà, j'ai essayé de résumer en quelques mots le système électoral américain. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ce que je viens de dire, mais ça donne une idée aux gens qui ne sont pas très au courant. Euh, une dernière chose, parce que c'est arrivé en 2020, c'est le vote par correspondance. Alors, le vote par correspondance était très rare aux États-Unis et était seulement comment dire, un vote par procuration. C'est-à-dire qu'on donnait procuration à quelqu'un pour aller voter pour lui. Et cette personne pouvait effectivement voter, bon, mais dans des cas très particuliers, les militaires, les gens très malades ou qui ne peuvent pas se déplacer. Bon, c'était très rare. Le Covid a permis en fait de généraliser le vote par correspondance. On imprime, on remplit son bulletin de vote, on le renvoie par la poste. Bon, c'est la voie royale pour tricher. Alors bon, je sais que c'est un grand débat. Est-ce que Trump a été battu parce qu'on a triché, ou alors parce qu'il a fait une mauvaise campagne, ou l'autre a fait une meilleure campagne, ou bon, que sais-je encore, ou par détestation du personnage. Bon, on le saura probablement jamais. C'est plus trop la question pour l'instant. Par contre, ça donne une idée des failles potentielles d'un système électoral. Et là où ça m'a fait plaisir, j'ai vu que le Conseil constitutionnel récemment a rejeté la possibilité pour le gouvernement de limiter l'accès au bureau de vote à des gens qui avaient une carte de vaccination, qui étaient proprement, voilà, qui avaient un pass sanitaire ou des choses comme ça. Le droit de vote ne doit pas être limité par un accès limité justement au bureau de vote. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas de vote par correspondance? Ça, malheureusement, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est très dangereux. D'ailleurs, ça avait été rendu illégal dans les années 60 en France parce qu'il y avait eu des abus. Donc, bon, gardez ça en mémoire. Le vote peut être, comment dire, déformé. L'expression populaire par le vote peut être déformée par, notamment, le vote par correspondance, qui a eu lieu aux États-Unis et qui d'ailleurs a été interdit dans beaucoup d'États maintenant et qui est potentiellement autorisé en France si le gouvernement le décide et si personne ne court après, contre, enfin je veux dire, ne fait de recours contre ce vote par correspondance. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, faites tourner mes vidéos, j'espère qu'elles vous intéressent. D'autres thèmes viendront, j'essaye d'en faire régulièrement, chaque semaine, avec la possibilité peut-être de vidéos complémentaires s'il y a des choses qui évoluent, s'il y a des événements qui évoluent ou des thèmes qui évoluent. Mais sinon, un rythme hebdomadaire me paraît être tout à fait satisfaisant. Je vous souhaite une bonne semaine. Et ici, on va fêter Thanksgiving, la fête de l'action de grâce. C'est une fête religieuse et apolitique. C'est une façon de se souvenir des premiers habitants européens aux États-Unis. Bon, évidemment, avec toutes les critiques que les décoloniaux peuvent nous donner sur cet aspect-là. Mais peu importe, c'est une fête que tout le monde suit, les nouveaux arrivants comme les vieux Américains. C'est une fête sympathique, on se réunit autour d'une table et puis on fait du shopping parce que y a ce qu'on appelle le Black Friday que vous avez en France aussi maintenant et vous avez aussi une préparation des cadeaux de Noël puisque Noël est dans un mois. Voilà. Donc c'est sympathique, c'est agréable, c'est un moment pour ralentir le rythme. Et puis, pour se retrouver en famille, c'est toujours une bonne chose. Donc, Happy Thanksgiving pour tous ceux qui le fêtent. Et pour ceux qui ne le fêtent pas, à bientôt